Bonjour à tous. À notre dernier rendez-vous, on a abordé le sujet de la prévention des maladies néonatales. Aujourd'hui, on va voir la suite, c'est-à-dire que quelquefois, nos bonnes intentions ne suffisent pas et on peut avoir des incidents, c'est-à-dire voir apparaître des troubles comme les diarrhées néonatales. Donc aujourd'hui, on va aborder le volet que faire en cas de diarrhée néonatale. Le premier point est d'essayer de définir la nature de ces diarrhées néonatales. Elles sont de trois types: des diarrhées infectieuses, des diarrhées parasitaires et des diarrhées alimentaires. Parmi les diarrhées infectieuses, deux grandes catégories: des diarrhées à bactéries, et la plus importante, c'est Escherichia coli, qui est présent dans tous les élevages, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi il est présent tout le temps, et sans être forcément tout le temps pathogène. Et puis des diarrhées à virus, rota et coronavirus. Les coronavirus sont eux aussi présents un peu partout, vous voyez, même chez les jeunes de nos élevages. Les diarrhées parasitaires, c'est un volet très important qu'on a beaucoup négligé jusqu'à maintenant en se limitant à cryptosporidiose et coccidiose, et je parlerai de deux autres types de diarrhées parasitaires, les giardioses et les strongyloïdoses, qui concernent de plus en plus les élevages, puisque la dernière, la strongyloïdose, concerne à peu près 50% des élevages. Enfin, dernière catégorie, les diarrhées alimentaires, qui apparaissent soit parce qu'il y a un excès de lait consommé par les jeunes, soit parce que la composition du lait est inadéquate. Et donc, on verra aussi comment elles se manifestent et qu'est-ce que l'on peut faire lorsqu'elles apparaissent. Alors, premier volet qui est évident, il est important de pouvoir diagnostiquer l'agent responsable de la diarrhée. En effet, très souvent, on a une multitude d'agents pathogènes qui sont détectés, par exemple Escherichia coli avec des coccidies, avec des cryptosporidies, et le labo doit nous permettre d'identifier le véritable responsable. Et pour cette raison, il y a dans cette démarche que j'ai anticipée, moi, l'idée de hiérarchiser. Et aujourd'hui, certaines techniques permettent de savoir en nombre quel est le pathogène dominant et quel est celui qui va être jugé comme responsable du déséquilibre. Donc, à ne pas négliger, l'examen de laboratoire, je vais y revenir ensuite encore, est un point déterminant dans la connaissance de ces diarrhées. Pour ce qui est de la partie réservée à l'éleveur, elle également, c'est celle que j'ai appelée moi examen de l'animal, également très importante. L'éleveur peut recueillir une foule d'informations rien qu'en examinant son animal. Le point simple que je n'ai pas fait figurer là, c'est que la température n'est pas un indicateur. Donc c'est un cas un peu particulier. Dans les troubles digestifs, elle n'a pas grand intérêt. Par contre, l'observation de l'état général de l'animal nous renseigne beaucoup. Certaines diarrhées provoquent une déshydratation, et là on s'intéressera à ce qu'on appelle le signe du pli de peau. On pince la peau au niveau du cou, on tire très fort, et si le pli reste en place pendant un temps modérément long, on peut dire que l'animal est déshydraté, et on va ensuite interroger un deuxième symptôme qui est le réflexe de succion, voir s'il est capable encore de téter les doigts par exemple de l'éleveur, et auquel cas on aura à partir de ces deux symptômes-là pli de peau persistant, déshydratation. Réflexe de succion persistant, c'est la réhydratation par voie buccale qui sera efficace. Ou bien on a toujours le pli de peau persistant, donc déshydratation, mais disparition du réflexe de succion, auquel cas la réhydratation doit impérativement être faite par voie intraveineuse. Donc vous voyez, on a déjà là, au niveau de l'état général, un certain nombre d'informations qui peuvent être retenues. Et puis le deuxième volet, c'est évidemment l'examen des selles. Est-ce qu'on a un flux diarrhéique, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à de l'eau, ou bien est-ce qu'on a simplement des selles molles fortement colorées parce qu'il y a du sang dans ces selles, parce qu'il y a des débris de la muqueuse intestinale? Tout ça nous renseigne sur, en gros, la nature du pathogène et les dispositions à prendre pour le contrer. Je vous donne un exemple là, comme synthèse. Imaginons un veau de moins de 5 jours avec des selles très liquides et incolores. Le premier réflexe, c'est d'aller voir si ce type de diarrhée provoque une déshydratation ou non. Et on sait que dans ce cas-là, c'est souvent Escherichia coli qui est à l'origine de ce type de diarrhée. Je reviens sur
le laboratoire, je l'ai annoncé dans la diapo précédente, nous donne une indication sur la nature du germe ou du parasite. Et il doit nous permettre à partir du protocole standard, de moduler ce protocole standard. Imaginons que le labo dise c'est Escherichia coli, on en trouve entre 1 million et 100 millions par gramme de diarrhée. Eh bien, on sait qu'il faudra insister beaucoup sur le protocole pour faire en sorte de complètement sécuriser les 10 premiers jours de vie de l'animal, soit en répétant les administrations de défifleur liquide, soit en mettant directement sous défifleur poudre, par exemple, le plus tôt possible. On a une indication. Au contraire, si le laboratoire dit c'est Cryptosporidie ou Coccidie les responsables de la diarrhée, on saura qu'il y a des rendez-vous incontournables à J5 pour les cryptos, à J30 pour les Coccidie, et on va pouvoir mettre en place le complément au protocole standard, c'est-à-dire l'administration de défi transit à ces dates-là. Mais le labo nous aide à moduler notre protocole standard. Comment réagir par rapport aux symptômes qui sont observés? C'est un peu une répétition, mais c'est simplement pour vous montrer qu'en réalité, on dispose d'un arsenal correcteur relativement réduit, mais largement suffisant pour pouvoir gérer toutes les situations. Et lorsque l'évolution est très rapide, c'est-à-dire ce fameux flux diarrhéique avec déshydratation, la première chose, en ayant bien identifié le problème de la déshydratation, c'est de procéder à une réhydratation par voie buccale ou par voie intraveineuse, selon le degré de gravité qu'on a pu diagnostiquer. Deux, c'est rétablir l'équilibre microbien. On sait que Escherichia coli est un germe qui est très pugnace, et on va soit inverser l'équilibre en réintroduisant des germes qui ne sont pas pathogènes mais favorables avec des fifleurs, soit tout simplement éliminer tout le monde en faisant une antibiothérapie. Donc on va le voir tout à l'heure dans la stratégie. Et enfin, au niveau état général, comme on a affaire à une pathologie d'évolution rapide, eh bien, l'état général est fondamental. Il faut le maintenir tel quel pour que l'animal continue à se nourrir. Et c'est défi tonique sur la ligne du dos, qui est un complexe d'huile essentielle à action extrêmement rapide. L'effet se manifeste au bout de quelques dizaines de minutes et on va voir l'animal qui va reprendre le moral, qui va pouvoir éventuellement continuer à s'alimenter, ce qui est fondamental dans ce cas-là. Quand on a une évolution modérément rapide, on constate qu'il y a bien des selles qui sont ramollies, la plupart du temps qui ont une coloration marquée, soit vert, soit marron, soit même noir quelquefois quand le sang est digéré, et ces selles s'accompagnent de l'expulsion de débris de la muqueuse intestinale. Un pansement gastro-intestinal avec tout simplement de la membrane peut être utile. Il n'est pas indispensable, mais il permet d'accélérer la guérison. Dans ce cadre-là, très simple, le complexe défi transit d'huile végétale à effet anti-inflammatoire et d'huile essentielle est largement suffisant pour combattre des pathogènes de type parasitaire ou même viraux. Et puis toujours le même réflexe, si l'état général est altéré, défi tonique sur la ligne du dos. Donc vous voyez, vous avez deux grandes lignes ici de stratégie. Dans les cas d'évolution rapide, dans les cas d'évolution beaucoup plus lente, on ne va pas procéder de la même manière parce que les germes responsables ne sont pas les mêmes. Je vous ai fait un petit schéma que j'ai appelé physiopathologie des diarrhées, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe au moment d'une diarrhée, quelles sont les conséquences de la présence des pathogènes. Dans un cas, un seul pathogène correspond à cette typologie, c'est Escherichia coli, qui va attaquer la muqueuse intestinale au fond de ce qu'on appelle les cryptes. La muqueuse intestinale contient une multitude de microvillosités, donc de micro-replis, et Escherichia coli travaille au fond de ces villosités. Il va altérer le fonctionnement des cellules intestinales en bloquant ce que l'on appelle les pompes à protons, et ça va se traduire par la libération d'un flux diarrhéique extrêmement liquide, et donc qui peut aboutir à la déshydratation de l'animal. Donc on retient bien Escherichia coli, seul dans ce mécanisme-là, à altérer le fonctionnement de la muqueuse intestinale et à provoquer cette débâcle de liquide et donc les risques de déshydratation.
De l'autre côté sont tous les autres pathogènes, c'est-à-dire tous les parasites et tous les virus, qui, eux, vont s'attaquer non plus au fond des cryptes, mais au sommet des villosités. Et vous voyez, je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer qu'il peut y avoir un effondrement de ces villosités avec des débris cellulaires qui s'échappent de la muqueuse. Il y a une véritable agression, destruction partielle de la muqueuse. Et vous avez à droite l'illustration où on voit les villosités sous ces formes de doigts repliés, là, qui sont les déformation de la muqueuse intestinale vue au microscope électronique. Et l'image qui est en dessous, c'est tout simplement ces villosités après le passage d'une attaque virale, comme par exemple un coronavirus. Et on voit que les villosités ont été littéralement rabotées, comme si on avait passé la muqueuse intestinale à la toile émery. Donc vous imaginez un peu les dégâts que peuvent provoquer ce genre de pathogènes, et pour lequel on comprend bien que faire un pansement là-dessus avec tout simplement de l'argile, ça pourrait être très bénéfique pour que la muqueuse se reconstruise. Elle va se reconstruire, mais il faut quand même un délai de 2 à 5 jours pour que ces villosités se reconstituent. Alors, on va maintenant prendre chacun des types de diarrhée individuellement et essayer de comprendre comment on peut les diagnostiquer et quels sont les recours qu'on peut avoir dans elles. Donc, on commence par l'ennemi numéro 1, Escherichia coli. Vous avez sa photographie là, ici où on voit que c'est un bacille qui est très poilu. Ces poils que l'on voit, ce sont des adhésines, qui sont des sortes de crochets, comme un système velcro, qui lui permet de s'accrocher à la muqueuse intestinale. Escherichia coli a une autre particularité, il est muni d'un système qu'on appelle un plasmide, qui est une sorte de chromosome circulaire qui lui permet de prendre des informations dans le milieu extérieur et de les intégrer ensuite dans son génome, de façon à ce qu'il puisse s'adapter en permanence. Escherichia coli est capable de muter toutes les 24 heures, ce qui le rend présent dans tous les milieux, sec, mouillé, chaud, froid. On aura toujours Escherichia coli, pas toujours dans les formes extrêmement pathogènes, mais toujours présent. Et Escherichia coli va donc nous donner, aussi bien chez le veau que chez l'agneau ou le chevreau, des diarrhées très incolores, très liquides, avec ce risque fort de déshydratation et d'altération de l'état général. Avec une petite variante chez les agneaux, qui est qu'ils se manifestent sur des agneaux de moins d'une semaine par un état général largement diminué, et des agneaux qui ont cette particularité de mal boire et d'être en train d'émettre une salive abondante, ce qu'on appelle les agneaux baveurs. C'est une forme particulière de l'attaque par Escherichia coli chez l'agneau. Escherichia coli, on dit toujours présent et très souvent venant compliquer les autres pathologies. Donc on verra tout à l'heure les cas un peu compliqués où il est venu polluer des cas de cryptosporidiose ou d'autres pathologies. Que peut-on faire par rapport à ça? Eh bien, le point déterminant, c'est essayer de comprendre pourquoi on a Escherichia coli. Ça peut être pour des raisons d'environnement pollué, ça peut être des raisons de température trop basse pour le jeune avec une immunodépression. En tout cas, le laboratoire a indiqué il est dominant, il est fortement présent, donc on sait qu'on va pouvoir d'emblée modifier notre protocole standard et à propos de Défiflore, trouver tous les moyens qui vont permettre d'avoir une aide constante de Défiflore pendant une durée d'au moins une quinzaine de jours. Donc soit en répétant Défiflore solution, par exemple, dans les races laitières, soit tout simplement en mettant en place Défiflore poudre à la suite de Défiflore unicadose ou Défiflore pulvé. Donc chaque fois, pensez bien, cette période stratégique où c'est le colibacille qui est présent, vous pouvez en sécuriser le résultat en faisant une pression constante avec Défiflore. Et puis bien sûr Défimix qui est le soutien de l'immunité qu'on renouvellera autant que ce sera possible. Quelquefois, en particulier chez les bovins allaitants, on a recours à la vaccination des gestantes contre le colibacille avec comme souci à la clé cette année, c'est qu'on est en rupture du principal vaccin Immocolibov et donc il faut apprendre à faire sans et je pense que c'est pas plus mal. Dès les premiers symptômes, pensez à interroger le pli de peau et s'il est positif, pensez à réhydrater. Quand les éleveurs ont bien identifié cette problématique, s'ils ont très
très bien compris le problème de l'équilibre microbien, certains inversent l'équilibre en faveur des bactéries lactiques en administrant très tôt ou deux doses de Défiflor unique à dose. Et là, ils vont pouvoir amener massivement des bactéries lactiques qui vont dominer Escherichia coli. Pour ceux qui sont un peu plus timorés ou qui interviennent beaucoup plus tardivement, l'antibiothérapie va régler son compte à tout le monde, va détruire les pathogènes, mais aussi en même temps la flore qui était favorable. Et donc, après une antibiothérapie, pour que l'animal reprenne très vite appétit, il faut réensemencer, et Défiflor unique à dose, par exemple, suit très bien une antibiothérapie. Là encore, des phytoniques dont l'indication n'est pas systématique, mais accompagne chaque fois qu'il est bon de restaurer un état général qui est dégradé. Vous voyez, donc on va jouer là uniquement avec simplement Défiflor, Défimix, hein, on n'a pas d'autre... l'antibiothérapie n'étant que l'ultime recours en cas d'intervention tardive. Les diarrhées dues aux cryptosporidies. Alors je dis deux mots des cryptosporidies. Ce sont des parasites unicellulaires de très petite taille dont la durée du cycle n'est que de 4 jours. Donc après ingestion, au bout de 4 jours, on a une nouvelle génération et qui pondent énormément. La caractéristique, c'est que lorsqu'on examine des selles de Diarrhea coccidie, il n'est pas rare de trouver des milliers, voire des millions d'ookystes par gramme de sel. Ce qui, on va voir tout à l'heure, ne sera pas le cas des coccidies par exemple. Et les diarrhées à cryptosporidie se manifeste sur des animaux âgés de 4 à 15 jours, en comprenant très bien que sur des animaux de 4 jours, les symptômes sont éminemment graves, se traduisent par une diarrhée de couleur variable, de jaune à vert, d'une odeur acidulée très marquée, avec un effondrement de l'état général qui est d'autant plus marqué que l'animal est plus jeune. L'autre caractéristique de cette pathologie, c'est qu'elle est extrêmement contagieuse du fait de l'abondance de pontes du parasite. Donc là, attention, le premier cas, c'est le début des ennuis. Donc une règle simple, c'est mettre en place le protocole préventif que je montre maintenant, donc Défiflor, Défimix, dès la première mise bas. Parce que ce qui va être compliqué à gérer, c'est la suite des mises bas après l'apparition du premier cas, puisqu'on aura fait une très large pollution de l'environnement. Si le protocole standard simplement est mis en place, on constate, même s'il n'a pas une efficacité à 100%, d'ailleurs il n'y a jamais d'efficacité à 100%, on voit qu'on a quand même fait se déplacer le problème. C'est-à-dire que si on était dans une crise avec 45 ou 50% des animaux qui présentent des symptômes, on va tout de suite, après la mise en place du protocole, tomber à, en gros, 5% d'animaux avec des symptômes. Donc, l'intensité, l'importance de la crise est beaucoup plus faible. Et au lieu d'avoir des animaux malades à J5, on aura des animaux malades entre 10 et 15 jours. Donc, avec des symptômes beaucoup moindres par rapport à des animaux jeunes. Dès les premiers symptômes, dans le cas où l'on a mis en place le protocole de prévention, Défiflor, Défimix, avec une seule administration de Défitransit, on va stopper net les symptômes. Si on est dans un cas où rien n'a été fait, il faudra être un peu plus insisté, et donc c'est Défitransit matin et soir pendant 2 jours. Là encore, même réflexe, s'il y a une altération de l'état général, ce sera défitonique sur la ligne du dos, de façon à maintenir l'appétit de l'animal. Le pansement gastro-intestinal, pourquoi pas, mais en règle générale, si Défitransit est administré au bon moment, on va voir rétrocéder les symptômes très rapidement. Je signale quand même, pour ceux qui auraient quand même quelques scrupules à basculer directement sur la voie alternative, qu'on a un produit avec des sulfamides qui s'appelle Gabrovette, ou quelquefois d'autres sulfamides, qui peut être intéressant à point de vue curatif. Et je vous rappelle que le produit qui s'appelle Allocure, qui est quelquefois proposé à titre curatif, il serait plus sage de s'abstenir parce que son usage est souvent radical et se traduit pour des animaux qui sont déjà malades par une mort dans l'heure qui suit l'administration du produit. Donc soyez prudents, surtout retenez de ce que je vais dire que la prévention, c'est quand même la meilleure sécurité que vous puissiez avoir. Autre diarrhée parasitaire, les diarrhées à coccidie.
Les coccidies sont des parasites unicellulaires qui existent dans le tube digestif des adultes, où elles ne sont pas pathogènes et qui peuvent être contaminantes parce qu'il y a une dispersion de ce parasite dans le milieu environnant du jeune. Pensez que les coccidies ont un cycle de 20 jours, qu'elles ont un niveau de pente beaucoup plus réduit par rapport à celui des cryptosporidies. En gros, quand on a atteint 5000 oocystes par gramme de fesses, c'est déjà une belle excrétion, mais on n'a pas des millions de oocystes par gramme de fesses. Ce parasite est un parasite modérément pathogène qui entraîne une immunité très solide lorsqu'on sait construire cette immunité et qui très souvent doit être rattaché à des erreurs dans l'alimentation. Toujours penser, les coccidioses ne s'expriment pas simplement parce que les coccidies sont virulentes, non, c'est parce qu'on fait quelque part une erreur. Donc, quels sont les symptômes qui nous indiquent qu'on a affaire à une coccidiose? D'abord, les animaux sont toujours au-delà de 20 jours, entre 20 et 50 jours. La diarrhée est une diarrhée modérément liquide, très souvent de couleur foncée, donc marron, quelquefois avec des traces de sang rouge, quelquefois noir parce qu'on a de véritables hémorragies et une digestion du sang qui s'est écoulé dans le tube digestif. On a surtout des efforts violents d'expulsion parce que les parasites étant implantés dans la muqueuse intestinale, ils provoquent un phénomène douloureux abdominal. Et on a donc ce qu'on appelle du ténesme, donc ces efforts là permanents qui peuvent quelquefois, mais je pense qu'aujourd'hui on ne le voit plus, mais je l'ai rencontré souvent en clientèle, des efforts tellement violents qu'il y a un rejet de l'intestin qui va faire un prolapsus, et donc on a ce prolapsus de l'intestin là. On a quelquefois des formes un peu plus frustes, c'est le cas en particulier chez les agneaux, où on a des premiers symptômes qui se manifestent aux alentours de 30 jours, avec une irrégularité de croissance dans les lots, où on voit des agneaux qui perdent de la croissance par rapport aux autres. Là, il faut se méfier, c'est qu'on est en train de voir se mettre en place le développement des coccidies dans le lot d'agneaux. Comment réagir par rapport à ça? On revient toujours aux fondamentaux. Le protocole standard Défiflore, Défimix, qui va être déjà très fortement efficace dans la prévention, et quelquefois dans des risques systématiques de coccidiose, je pense en particulier chez les agneaux, on propose un complexe en poudre qu'on peut mettre en libre-service qui s'appelle Déficox, qui est un mélange d'huile essentielle, de prébiotiques, d'oligo-éléments, et qui va permettre de développer une très forte immunité anticoccidienne. On profite de cette caractéristique de la coccidiose qui est l'immunité anticoccidienne. Et je pense que dans les essais que nous avons réalisés, on a pu voir une remarquable efficacité. Alors, j'ai essayé de vous le placer. Je pense que 15 jours seulement sont suffisants, de J25 à J40, la distribution et le libre service d'Efficox. En cas de symptômes manifestes, c'est-à-dire cette diarrhée avec effort d'expulsion, présence de sang dans les selles, sans forcément attendre la confirmation du diagnostic, on peut administrer déjà Défitransit, bovin ou PR selon le cas, 2 fois 12 heures d'intervalle, et 8 fois sur 10, les symptômes cessent. On a obtenu une baisse suffisante de l'effectif de parasites pour que l'animal puisse ensuite vivre normalement, les tolérer et développer son immunité anticoccidienne. Toujours la même chose, si on a vraiment trop attendu et s'il y a eu une dégradation d'état général, Défitonique sur le dos pour maintenir ce réflexe de nutrition de l'animal. Voilà, je vous ai mis même un autre petit scénario possible. Quand on n'a pas d'Efficox sous la main et qu'on voit que dans un lot d'agneaux, les choses commencent à se dégrader un peu avec cette irrégularité de croissance, on peut intervenir une seule fois sur l'ensemble du lot, par contre, avec Défitransit pour pouvoir bloquer, faire baisser le niveau d'infestation. Un autre parasite nouveau, dont on ne parlait pas du tout il y a une dizaine d'années, Giardia. Giardia est un parasite, vous voyez, qui est assez beau, hein, avec des flagelles, qui se développe toujours en milieu humide et qu'on rencontre dans tous les types d'élevage, que ce soit chez le porc, que ce soit chez le chien, que ce soit là ici chez les ruminants. Et les élevages concernés sont des élevages de zones humides. On en a, nous, quelques exemples, par exemple, tout près de chez nous, dans l'Allier, où on a des élevages qui sont très concernés par ce parasite-là.
Ce parasite va provoquer des diarrhées qui ne sont pas très significatives. On ne peut pas dire que ce soit des débâcles diarrhéiques, mais quand même des selles qui sont ramollies et qui ont comme caractéristique d'être très gélatineuses. On dit mucoïdes, avec progressivement une dégradation de l'état général qui n'est pas prêt de s'arrêter tant qu'on n'a pas fait le diagnostic. Donc on a quelquefois des retards au diagnostic parce que la mise en évidence du parasite est un peu compliquée. Si elle est faite avec des moyens classiques de coproscopie, il faut impérativement avoir un microscope à platine chauffante pour pouvoir repérer les mouvements des flagelles et mettre en évidence le parasite. Par contre, dans la proposition que nous faisons, nous, d'analyser les selles diarrhéiques en PCR, on va immédiatement le trouver sans aucun inconvénient, sans aucun retard, je veux dire. Donc c'est en première intention qu'on va pouvoir trouver ce parasite. Comment réagir? Toujours la même idée, la prévention, Défiflore, Défimix. Dans les élevages où l'on a repéré la présence de giardia, il est intéressant de mettre en place le plus vite possible Défiflore poudre pour maintenir, pour occuper l'espace intestinal avec la flore lactique qui est apportée avec Défiflore poudre. Et puis, si les symptômes persistent et si on a pu faire la démonstration qu'il s'agit bien de giardia, là encore, Défitransit va permettre en deux administrations à 12 heures d'intervalle de venir à bout de ce parasite. Si on doit travailler en conventionnel, la molécule, c'est le fenbendazole à 10 mg kg pendant 2 jours. J'ai marqué attention, risque de complications avec Escherichia coli. Tout à l'heure, je reviendrai sur ces cas-là, c'est-à-dire on a bien interrompu la diarrhée avec Défitransit, mais l'animal a du mal à retrouver l'appétit. C'est tout simplement parce qu'on a Escherichia coli qui est là en embuscade et qui, par les toxines qu'il libère, va diminuer l'appétit de l'animal. Donc il faudra penser à revenir derrière avec les moyens pour l'éliminer, soit l'antibiothérapie, soit tout simplement Défiflore en unicadose par exemple. Dernière diarrhée parasitaire, les strongyloïdes. Les strongyloïdes, comme vous le voyez ici, ce sont des vers cylindriques qui sont présents chez les adultes où ils ne sont pas pathogènes, qui vont être transmis aux jeunes, soit au moment de la distribution du colostrum. On peut avoir des larves infestantes dans le colostrum, donc la contamination se fait dès le premier jour, soit tout simplement dans les troupeaux allaitants où les jeunes couchent sur la même litière que les adultes, et là, à ce moment-là, les larves infestantes vont traverser à partir de la litière la peau du jeune et faire un parcours qui est toujours un parcours avec passage systématique dans les poumons, puis ensuite dans l'intestin, et qui se traduit par des alternances de petits épisodes de toux, alternant avec des petits épisodes de diarrhée. Rien de très significatif, mais quelque chose qui aboutit au bout du compte par un arrêt de croissance. Et j'insiste beaucoup pour dire attention, 50% des élevages aujourd'hui sont concernés par ce problème-là. On a eu encore dans la presse professionnelle un article récemment qui montre que on a ce problème-là d'une manière constante. Une question? Alors, pour répondre à la question qui est arrivée, pour les coccidies, vous parlez d'erreur d'alimentation. Est-ce qu'on peut s'expliquer là-dessus? Oui, très facilement. Si je prends le cas des génisses de race laitière, on a une phase qui est compliquée, qui est la cohabitation entre la phase lactée, donc là où il ne faut pas dépasser en gros 6 litres de lait par jour, et la phase concentrée qui est mise en route très rapidement. Et le tampon entre les deux, c'est tout simplement le travail de la fibre. Et très souvent, cet usage de la fibre est mal fait. Et on a, par exemple, des animaux qui ne consomment pas la paille qu'on a mis à leur disposition. Alors que si on prend soin de la distribuer matin et soir, ils vont avoir une bonne consommation et on ne verra pas ces erreurs d'aiguillage où le lait va sortir de la gouttière ésophagienne, aller par erreur dans le rumen et provoquer une dysbiose ruminale. C'est également le cas quand on a des changements brutaux de l'alimentation des mères en vaches allaitantes, où on a brutalement un lait qui va se charger soit en acide gras insaturé, soit au contraire en acide gras saturé à chaîne longue, et on va voir se révéler une coccidiose qui était bien tolérée
et qui va trouver le moyen de son expression dans le déséquilibre digestif qu'on a créé. Même chose chez les petits ruminants, c'est toujours, il faut aller chercher ce qui, dans cette phase de cohabitation de l'aliment concentré avec l'aliment lacté, ne convient pas et comment on n'a pas su gérer correctement cette cohabitation. Je pourrais revenir là-dessus si vous voulez d'autres explications. Donc je continue avec les strongyloïdes. Dans les strongyloïdes, toujours la même idée, Défiflor, Défimix, protocole standard. Quand le diagnostic est posé, et là aussi pareil, très facile à poser en PCR, on administre Défitransit, en principe une seule fois pour ce qui est de la correction, ou bien en préventif, quand on sait qu'on aura vraiment affaire à ce problème-là, à J15 et à J30. Donc, systématiquement, on revient avec Défitransit sur le problème-là. Pourquoi faire ce traitement systématique? Parce qu'il est difficile d'éliminer les strongyloïdes sur les adultes. Ils ne sont pas pathogènes, ils sont inféodés à des biotopes humides, et là, il faut vraiment être vigilant. Si on les identifie bien sur les adultes, on doit être présent pour intervenir par anticipation sur les jeunes, d'où l'idée de Défitransit en préventif à J15 et J30. Les diarrhées alimentaires. Les diarrhées alimentaires sont la plupart du temps liées soit à un excès de lait qui a été absorbé, soit un lait de mauvaise qualité, ce qui peut être le cas quelquefois sur des lactoremplaceurs, en particulier dans la catégorie des veaux de lait sous la mer. Cette diarrhée se traduit systématiquement par des selles qui sont plâtreuses, qui sont grisâtres, avec un ballonnement de l'animal. Et on voit très vite l'animal qui devient beaucoup plus triste. Et là, il faut être très réactif. Pourquoi? Parce que cette stagnation des aliments non digérés dans le tube digestif, c'est un terrain de jeu idéal pour Escherichia coli, qui brutalement va se mettre à se multiplier et va aboutir à une libération massive de toxines avec un phénomène de paralysie et de mort très rapide. Donc, tout symptôme qui indique qu'il y a une maldigestion du lait doit entraîner directement une réaction du propriétaire, de l'éleveur, qui doit comprendre pour quelle raison, est-ce que c'est trop de lait, est-ce que c'est un lait qui ne convient pas, doit immédiatement administrer un produit qui s'appelle Défidétox, qui est un complexe de plantes à visée hépatique et rénale. Rénale pour éliminer les toxines, hépatique parce qu'il est ce qu'on appelle un cholagogue cholérétique, il accélère l'élimination de la bile, ce qui va être un mécanisme un peu de chasse d'eau. On va pouvoir évacuer de la sorte le contenu digestif, surtout si on l'accompagne par une suppression du lait pendant 12 ou 24 heures, accompagnée d'une réhydratation par voie buccale. Donc, et là encore, le même réflexe, si l'altération est marquée au niveau de l'état général, défitonique pour remettre de l'ordre là-dedans. Et puis, si on veut reprendre très vite le retour à la normale et la reprise de l'appétit, on peut réensemencer en apportant des bactéries lactiques sous forme de Défiflor. Les diarrhées à Clostridium. Alors, Clostridium, c'est une bactérie qui est un bacille gram-positif, dit anaérobie, qui se développe qu'à l'abri de l'air et qui a comme caractéristique d'avoir une multiplication extrêmement rapide et qui donne des pathologies avec une très grande fulgurance. Les animaux, la plupart du temps, n'ont même pas le temps d'exprimer les symptômes et on les retrouve, c'est ce qu'on pourrait appeler une mort brutale. Ces phénomènes-là, je pense que tout le monde les a croisés un peu dans l'élevage. Ils se produisent quelquefois pendant la phase lactée, ils sont beaucoup plus rares, mais ils sont quelquefois très fréquents dans la phase où on passe à l'alimentation avec des concentrés, parce que les concentrés, on a trop pris la mauvaise habitude en petits ruminants de les distribuer en libre-service. Et là, vous avez une accumulation, un excès de matière protéique dans l'intestin qui favorise la multiplication des clostridies. Alors, comment prévenir? Toujours la même chose, Défiflor, Défimix. Être très prudent dans la distribution des concentrés, les distribuer progressivement, veiller à ne pas dépasser, parce que je vois quelquefois des montagnes de granulés qui sont là. Ça, c'est la meilleure façon d'avoir ces problèmes de mort subite. La vaccination est très efficace. La question est, faut-il la pratiquer ou faut-il mieux
se limiter dans la distribution des concentrés. Voilà, et je vous ai mis un petit point d'humour. Dès les premiers symptômes, et oui, c'est trop tard. On n'a jamais le temps de faire ouf. L'animal est mort avant qu'on ait pu intervenir. Alors, quelquefois, les symptômes ne sont pas aussi clairs que ce que je viens d'indiquer. Il y a des cas compliqués. On a, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'intervention sur quelque chose qui paraissait être une diarrhée visiblement parasitaire. On a administré des Fitransit, tout va bien, la diarrhée a disparu, mais l'animal ne reprend pas appétit. Méfiez-vous, c'est toujours Escherichia coli qui est là derrière en embuscade, et particulièrement pendant le mois de février et le mois de mars. C'est la période de l'année où il est le plus présent dans les élevages, et c'est là où on voit ces complications-là. Donc, je pense à Escherichia coli. Il n'est pas dans une situation de vraiment dominance outrageuse. Je peux très bien rééquilibrer en administrant massivement des Fiflor, donc 2 unicadoses par exemple, et puis je vais soutenir le système immunitaire avec des Fimix. Mais donc, je pense que si la récupération de l'appétit n'est pas rapide, c'est-à-dire au bout de 48 heures, je dois toujours penser à Escherichia coli qui est peut-être en train de me jouer un sale tour. Et puis, quelquefois, après le protocole sur lequel j'ai lourdement insisté, des Fiflor, des Fimix, où on peut dire que pratiquement, il faut aller vers moins de 10% d'échecs. Ces échecs, il faut essayer de les expliquer. Quelquefois, on a affaire à des pathogènes qui mettent en l'air tout notre jeu, là, toute notre mise en place. C'est par exemple la maladie des muqueuses, BVD chez les bovins, le KF chez les caprins ou Visna-Baidi chez les ovins, qui sont des maladies immunodépressives. Donc là, pour lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. La maladie des muqueuses chez les bovins, fort heureusement, est en régression parce qu'on a une mise en place d'une prophylaxie systématique. Malheureusement, tous les départements ne sont pas à la même vitesse et pour certains départements encore, le dépistage n'est que optionnel et ça, je le regrette beaucoup. S'il était obligatoire, on aurait une régression beaucoup plus rapide de cette maladie-là. On a quelquefois ce qu'on pourrait appeler des élevages complètement pourris, où l'ambiance microbienne est totalement défavorable, où on a présence ou de bactéries comme Escherichia coli, ou de parasites comme les Cryptosporidies, par exemple, dans les bois du bâtiment, dans toutes les infractuosités, et où il est des fois parfois assez difficile de dominer tout ça. Donc, il faut essayer de faire une évaluation du milieu. Et puis, on a le point très important, cette partie température de confort sur laquelle on a beaucoup insisté la dernière fois, parce que chaque fois que le jeune a froid dans les 3 premières semaines, il compense en sécrétant de la cortisone, et cette cortisone est immunodépressive. Donc, attention, il faut avoir une attention très particulière sur cette température de confort. Enfin, quelquefois, on a des préparations à la mise bas qui sont insuffisantes, en particulier une non-couverture des besoins en énergie, ce qui aboutit à la toxémie de gestation chez les petits ruminants ou à la cétose postpartum chez les bovins. On a quelquefois des colostrums de mauvaise qualité. Alors, j'ai bien insisté la dernière fois pour dire le colostrum, ça ne fait pas tout, mais ça fait encore moins s'il est de mauvaise qualité. Et puis, on peut avoir des contaminations intra-utérines, en particulier quand on a des maladies métaboliques chez la mère qui aboutissent à une porosité de l'intestin, un passage des pathogènes à travers le placenta et donc une contamination déjà pendant la vie intra-utérine. Je vous ai résumé les principales diarrhées que l'on rencontre selon les types d'élevage. Chez les allaitants, il est évident que la diarrhée numéro 1, c'est Escherichia coli pendant la première semaine. Et puis viennent derrière, par ordre d'importance décroissante, Cryptosporidies, Coccidies, les diarrhées alimentaires qu'il ne faut pas oublier, parce qu'en particulier dans certaines races à viande, on a une sorte d'insuffisance pancréatique qui ne permet pas de gérer correctement les apports en lait. Chez les laitiers, de toute évidence, ce sont les coccidioses parce que c'est cette phase critique de cohabitation du lait, des fibres et des concentrés qui quelquefois est mal gérée. Et puis derrière, les virus. Escherichia coli, vous voyez, par rapport aux allaitants, n'est pas la fréquence dominante. Donc, quand on parle diarrhée chez le veau, il faut bien faire le distinguo entre allaitant et laitier. Chez les petits ruminants, évident que Escherichia coli chez les allaitants est dominant là aussi.
Les coccidies présentent aussi bien chez les ovins que chez les caprins, ne pas les oublier. Et là aussi, très souvent, c'est lié à des erreurs dans l'élevage, aussi bien en alimentation que dans l'organisation des bâtiments. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai prévu, si on n'a pas de questions, de vous faire un petit rappel sur les outils que j'ai évoqués, que je n'ai pas détaillés. Et sinon, ben, la parole est à vous. Toujours ce silence, ce traquenard. Lâchez-vous, n'ayez pas peur de poser des questions. Alors, peut-être que pour vous rafraîchir un peu la mémoire, je vous fais quelques rappels en attendant de voir les premières questions arriver. Défi mix dont j'ai beaucoup parlé, soutien de l'immunité, c'est vraiment je veux dire, le secours permanent qui est avec vous là, parce que avec les acides gras qu'il contient, avec les parois de levure, avec les oligoéléments, il est ce qu'on peut imaginer de plus complet dans la stimulation du système immunitaire et dans sa qualité. Il ne suffit pas de mobiliser les cellules du système immunitaire, encore faut-il que ces cellules soient de qualité. C'est le défi que nous permet de relever ce produit-là. Dans les défis flore, je vous rappelle que ce sont des moyens d'implantation de flore et que la règle dominante, c'est il faut implanter le plus tôt possible, arriver avant les pathogènes et pendant une durée qui soit suffisante selon les types d'élevage. Les formes que l'on a imaginées sont des formes qui sont adaptées à chaque besoin d'élevage. La forme concentrée solution est tout simplement adaptée aux élevages laitiers, qu'il s'agisse de bovins ou de petits ruminants, parce que c'est une forme très facile à manipuler et que c'est une forme qui nécessite quand même d'être administrée matin et soir, donc ce qui est le cas dans les élevages laitiers. La forme pulvée, c'est la dose initiale à administrer chez les petits ruminants, en particulier chez les ovins viande, où là, il faut faire une administration la plus rapide possible et donc avoir un outil qui permette de le faire. Donc, tout ce que nous avons imaginé, cette forme qui est facile à porter sur soi et à administrer quand on est dans la bergerie. La forme unique à dose réservée plutôt aux bovins allaitants, qui est une forme avec un apport très massif et qui permet d'emblée de couper un gros l'herbe sous le pied à Escherichia coli, mais qui, elle, doit aussi être administrée le plus rapidement possible, et en particulier avant l'administration du colostrum, donc avant la première tétée du veau. Et puis la forme poudre, qui est la forme qui permet de prolonger l'administration de Défiflore dans tous les élevages à risque, en particulier les élevages allaitants, où on ne manipule pas les animaux et où le colibacille, voire la cryptosporidiose, sont présents et constituent un risque qu'on ne peut pas courir. Donc, raison pour laquelle on continue à administrer Défiflore sous cette forme-là. Défi transit, je l'ai évoqué, c'est la réunion d'huile essentielle et d'huile végétale à effet anti-inflammatoire. Les huiles essentielles qui sont contenues ne sont pas des huiles essentielles biocides. J'ai fait un rapide calcul de leur concentration dans le milieu intestinal. Elles sont administrées entre le dixième et le centième de ce qui serait nécessaire pour tuer des cryptosporidies ou des coccidies. Elles ont simplement pour but de stimuler l'immunité localement et elles ont également pour but de stimuler le bon fonctionnement digestif, en particulier le fonctionnement du pancréas et du foie. Donc elles sont là à la fois dans un rééquilibrage physiologique et un rééquilibrage homéostasique du milieu intestinal. Donc bien comprendre qu'on n'est pas en train de faire de l'allopathie avec un médicament. Déficox, qui est notre dernier né, qui lui est un mélange d'algues marines, de parois de levure, de caroubes, de lithotame, de tanin et d'huile essentielle, où on voit que dans ce complexe-là,
on a surtout travaillé, là aussi encore, l'immunité par rapport au coccidia. Je pense qu'il faut vraiment s'appuyer là-dessus, comme je valide quelquefois chez les volailles l'idée du vaccin anticoccydien, qui, je crois, met bien à profit cette idée qu'on peut, dans cette maladie-là, avoir le temps de développer de l'immunité avant que ça devienne une catastrophe. Défi détox, mélange de composés aromatiques. Là, ce sont des extraits hydroalcooliques de plantes. Je l'ai dit, des plantes qui sont destinées à activer le travail du foie et des reins, de façon à provoquer un afflux de bile dans l'intestin et puis une élimination rénale des toxines. Donc, c'est dans les indications que j'ai données le moyen de faire évacuer des aliments non digérés dans le tube digestif chez les veaux en lactation. Défi tonique, j'espère que le mot vous le retiendrez bien, c'est un complexe d'huiles essentielles qui ont comme caractéristique de stimuler à la fois l'appétit, les mouvements et donc de remettre tout ça en route. Et en particulier, quand on vous indique de le mettre sur la ligne du dos, c'est qu'on profite de ce lieu privilégié qui est le passage du vaisseau gouverneur, qui est un endroit où circule beaucoup l'énergie et qui permet d'amplifier l'effet de défi tonique. Voilà, je vous ai un peu rappelé ce que l'on pouvait avoir comme outil. En fait, on a un nombre relativement limité d'outils, mais la combinaison de l'observation des animaux et des outils qui sont à mettre en face fait qu'on doit pouvoir, dans tous les cas, régler très facilement, à titre curatif, les problèmes de diarrhée. Est-ce que c'est des questions par rapport à cette manipulation-là? Décidément, aujourd'hui, je me fais la formation tout seul. Alors, je vous ai préparé également, en ayant peut-être anticipé sur le long silence que vous m'offrez aujourd'hui, l'idée qu'on a des schémas de prévention qu'on peut moduler en fonction des espèces et des types d'élevage. Ici, je vous affiche le schéma de prévention chez le veau de race laitière, où on va respecter les 3 piliers de la méthode PEPS. L'homéostasie en faisant très attention au réglage de la température de confort avec 1001 façons en race laitière qui vont de la niche en extérieur à la niche à l'intérieur ou à des bâtiments dédiés qu'on appelle des nurseries, à la qualité du lacto-remplaceur, puisque là, de plus en plus, on distribue des laits avec des acides gras végétaux. Et donc, quelquefois, on a vraiment des acides gras qui sont avec des chaînes longues, difficiles à digérer pour le veau. L'organisation de la distribution, c'est un point important, c'est peut-être le point principal. La distribution doit être telle que la tétée doit s'effectuer pendant une durée au minimum de 5 minutes, mais 8 minutes étant le temps idéal, et le lait doit être apporté à hauteur qui représente à peu près la hauteur de la mamelle de la mère, c'est-à-dire avec des biberons qui sont suspendus et non pas des seaux qui sont posés à terre. Voilà, et puis je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'apparition de la coccidiose, c'est cette transition entre la phase purement lactée des 15 premiers jours à une phase qui sera purement concentrée au moment du sevrage, où on va introduire les concentrés en quantité de plus en plus grande et où on va introduire en même temps la fibre, de façon à ce qu'il y ait une bonne motricité des estomacs, des préestomacs, pour que s'il y avait une erreur d'aiguillage et s'il y avait du lait qui s'égare, qui sort de la gouttière œsophagienne pour s'égarer dans le rumen, la fibre permette d'évacuer par les contractions du rumen ce surplus. J'ai quelqu'un qui vient à mon secours et qui me demande de revenir sur les strongyloïdes. Eh bien, on va peut-être revenir là-dessus. Je termine le schéma de prévention. Je continue sur le côté immunité. Donc, défi mix facile chez les veaux de race laitière, c'est qu'on peut l'administrer toutes les semaines. Et ce, depuis la première semaine jusqu'au sevrage, et constater qu'on aura une croissance absolument régulière avec un animal avec un poil brillant. Et ça, l'éleveur peut facilement le constater. Enfin, pour défi flore, on peut absolument moduler
Soit on le met matin et soir dans le lait, soit on l'administre qu'une seule fois par jour. Pendant combien de temps? Normalement, idéalement, pendant peut-être un mois et demi, mais dans quelques fois, quand aucun trouble digestif n'apparaît, on peut se contenter des 3 premières semaines. Donc, facile à moduler, d'autant plus que ce même produit peut être aussi également pulvérisé sur les litières, par exemple, quand on a un environnement qui est douteux et à risque. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce schéma de prévention. Je reviens sur la question qui m'est posée sur les strongyloïdes, qui, c'est vrai, dans les questions qui nous arrivent là très souvent, sont les sources de désagréments très fréquents chez les éleveurs parce que le diagnostic n'a pas été posé. D'abord parce qu'on a raté l'étape sur les adultes. Si les coproscopies sont faites régulièrement à l'automne, on va voir apparaître dans la partie strong la ligne strongyloïde et on saura qu'on est un élevage à risque. Donc un élevage sur deux. Et ensuite, lorsque les symptômes vont apparaître chez le jeune, il y a je vais dire quelquefois une négligence parce que les symptômes ne sont pas si alarmants que ça. Petits épisodes de diarrhée, petits épisodes de toux, tout ça en alternance, mais quand même, si on est vigilant, il y a ce retard de croissance qui est flagrant. Donc, le premier réflexe, c'est chaque fois que l'on a un doute, c'est faire le prélèvement et envoyer au labo qui va ici, soit par la méthode traditionnelle de coproscopie, soit par PCR, nous donner immédiatement le diagnostic de la maladie, de la strongyloïdose. Et ensuite, le curatif va être hyper simple à mettre en place. On a dit soit défi transit pendant 2 jours, soit, soit la forme conventionnelle, c'est-à-dire le flambendazole. Je crois que j'ai à peu près répondu à cette nouvelle question. Je vais peut-être reprendre mon cheminement dans les schémas de prévention pour donner par exemple la singularité chez le veau en race allaitante, où là, la température de confort est également déterminante et tous les aménagements que l'on pourra faire dans le bâtiment pour réduire le volume qui est imparti aux jeunes va permettre d'avoir des espaces où la température va monter. Il faut éviter d'avoir des bâtiments trop hauts avec un froid qui s'accumule sur les animaux et en particulier chez les jeunes. Il faut donc penser à aménager des espaces avec une hauteur réduite pour que sous ces espaces-là, les jeunes eux-mêmes élèvent la température et vous verrez qu'ils les fréquentent très volontiers, donc ils sont toujours occupés et ils ne sortent de ces espaces-là que pour aller téter. Il faut également, dans ces conditions-là, veiller à avoir une alimentation très régulière de la mère pour éviter des variations dans la composition du lait. Les races allaitantes sont extrêmement susceptibles dans les conséquences des variations alimentaires sur la composition du lait. En particulier, je fais un exemple ensuite sur l'amaigrissement des mères. Chaque fois qu'il y a une ration insuffisante, donc amaigrissement de la mère, on voit qu'elle va se servir de ses graisses de réserve pour assurer la production de lait et les graisses de réserve vont fournir des acides gras à chaîne longue qui sont difficiles à digérer par le veau. Enfin, la taille et la composition des lots, je pense que les lots ne doivent pas excéder 15 animaux et on a très souvent des lots beaucoup plus grands que ça, où là ça devient un peu la panique et que le rôle de l'éleveur c'est quand même de faire des lots homogènes où on n'est pas un animal dominant qui va mettre un peu la pagaille dans tout le lot. Du point de vue de l'immunité, ne pas oublier qu'on ne va pas beaucoup manipuler le jeune et que les soins au nombril sont importants. Donc Défitane sur le cordon ombilical, Défimix, on le propose 30 ml à J2 au moment où on va identifier le veau, et puis revenir là-dessus à J15, voire à J30 pour les plus courageux, mais là on n'a pas beaucoup de candidats. Par contre, Défimix, une dose forte au moment de la mise à l'herbe, c'est important parce que ça permet de prévenir tous les accidents cardiovasculaires qui peuvent se produire à ce moment-là. Défiderme, je vous le signale, c'est pour la mise en place au moment des boucles auriculaires. On a quelquefois des abcès très fréquents chez les petits ruminants, moins chez le veau, mais qui sont difficiles à régler. Donc la partie mâle de la boucle, la tremper ou l'entourer de défiderme, ça permet de prévenir ces abcès qui sont toujours compliqués parce que le cartilage auriculaire se défend mal contre les infections.
Et maintenant, le dernier pilier, symbiose. Donc, comment travailler avec Défiflore? Eh bien, avec cette dose que l'on a imaginée, qui est une dose massive, qui contient 5 milliards de germes, à administrer avant la prise de colostrum, quelquefois renouvelée au deuxième jour si on est dans un environnement à risque, et quelquefois à prolonger par Défiflore poudre quand on a bien cerné l'idée du risque colibacillaire ou du risque cryptosporidiose. Voilà à peu près. Là aussi, je vous ai signalé qu'on peut intervenir aussi avec Défitransit à J5 et à J30 pour prévenir les risques de crypto ou de coccidiose. Merci. Je crois qu'on va se quitter. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain avec un sujet qui en intéressera certains et peut-être d'autres moins, qui est l'approche des pathologies de la mamelle. On abordera pendant cette journée-là les pathologies aiguës qui vont vous permettre de bien comprendre ce que c'est qu'une pathologie aiguë et toutes les stratégies qu'on peut mettre en place. Ce que l'on va dire d'ailleurs à propos de la mamelle dans la stratégie sera comparable à ce qu'on peut dire à propos des pathologies respiratoires. Donc ce sera pour vous un entraînement pour comprendre comment, avec ce que vous avez comme outil, vous pouvez très bien venir à bout même de choses qui sont réputées comme étant gravissimes. Merci à vous. Bonne journée, profitez du soleil et puis rendez-vous dans un mois.